On pense souvent que Breaking Bad, c'est l'histoire d'un homme bon qui tourne mal. Mais et si tout le monde se trompait? Oublions l'idée d'une transformation. Ce qu'on va faire, c'est plonger dans la psyché de Walter White pour révéler ce qui a toujours été là. Et croyez-moi, c'est bien plus troublant. Le topo, on le connaît par cœur, pas vrai? Un prof de chimie, un peu coincé, apprend qu'il a un cancer incurable. Pour mettre sa famille à l'abri, il se lance dans la fabrication de meth. C'est le drame classique d'un type poussé dans ses derniers retranchements, ou du moins, c'est la version officielle. Et si ce récit, celui que tout le monde a accepté, n'était en fait que la plus grande excuse de l'histoire de la télé? Si la maladie n'était pas la cause, mais juste le prétexte parfait? Voilà l'idée qui change absolument tout. Le cancer n'est pas créé Heisenberg, le baron de la drogue. Non. Il a seulement donné à Walter White la permission de laisser sortir le monstre qui dormait en lui depuis toujours. Ce n'est pas une métamorphose, c'est une révélation. Bon, alors allons-y, plongeons dans les recoins de sa psyché. On va aller voir ce qui nourrissait ce monstre bien avant que le premier cristal de meth ne soit cuit. Pour vraiment piger Walter White, il faut d'abord parler de ce sentiment qui le ronge, celui d'être sous-estimé, d'être un moins que rien. C'est ce que le psychologue Alfred Adler nommait le complexe d'infériorité. En gros, c'est une pulsion qui pousse à surcompenser. Et Walter, il en est l'incarnation parfaite. Mais oui, réfléchissons-y 2 secondes. Ce type est un génie. Il a cofondé une boîte qui pèse des milliards et il a vendu ses parts pour une poignée de dollars. Le voilà réduit à enseigner la chimie à des ados qui s'en fichent et, pire humiliation, à laver leur voiture pour boucler ses fins de mois. Chaque jour est un rappel brutal et douloureux de son échec. Ce ressentiment, accumulé pendant des décennies, c'est ça le véritable carburant d'Heisenberg. C'est exactement ça. Le danger, ce n'est pas l'échec en soi. C'est la frustration d'un génie qu'on a ignoré. L'argent, finalement, ce n'était qu'un prétexte. Ce que Walter voulait plus que tout, c'était sa revanche. Forcer le monde à reconnaître enfin qu'il était le meilleur. Et ça nous amène directement à une autre idée fascinante, celle de Carl Jung. L'ombre. Il ne faut pas voir Heisenberg comme un simple alter ego. Non, c'est bien plus profond. Heisenberg, c'est l'ombre de Walter. C'est la somme de tout ce qu'il a refoulé pendant 50 ans. Son ambition, son orgueil, sa colère, et par-dessus tout, sa soif de pouvoir. Regardez ça. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, le Walter White que tout le monde connaît, faible, soumis, presque effacé. De l'autre, Heisenberg, dominant, confiant, impitoyable. Ce ne sont pas 2 personnes différentes, ce sont les 2 faces d'une seule et même pièce. Le conscient et l'inconscient. Et c'est là qu'est toute la tragédie du personnage. Au lieu de reconnaître et d'intégrer cette part sombre de lui-même, Walter l'a enfoui toute sa vie. Alors, quand la digue du cancer a lâché, l'ombre n'est pas juste sortie, elle a tout dévasté sur son passage. Heisenberg n'a pas été créé, il a été libéré. Ok, maintenant qu'on a exploré le pourquoi psychologique, passons au comment philosophique. Quelles sont les idées qui peuvent expliquer ses actions, qui justifient sa descente, ou plutôt son ascension vers le pouvoir? Pour un philosophe comme Nietzsche, la pulsion la plus profonde de l'être humain, ce n'est pas de survivre, c'est d'étendre son pouvoir. Et c'est exactement le moteur de Walter. Il ne s'agit plus de faire de l'argent, il s'agit de s'imposer, de dominer, d'imprimer sa volonté sur un monde qui, pendant si longtemps, l'a complètement écrasé. Cette réplique, c'est le cœur de sa nouvelle philosophie. Ce n'est plus un homme qui a peur du monde, c'est un homme qui est devenu le danger. Il ne subit plus son destin, il est le destin des autres. C'est la volonté de puissance à l'état pur. Et c'est terrifiant. Mais comment est-ce qu'il a pu se justifier tout ça? Le philosophe Jean-Paul Sartre aurait un terme pour ça. La mauvaise foi. C'est l'art de se mentir à soi-même. De prétendre qu'on n'a pas le choix, qu'on est juste une victime des circonstances. Tout ça pour fuir la responsabilité écrasante de ses propres décisions. Je fais ça pour ma famille. C'est son mantra, le bouclier qu'il a utilisé du début à la fin. Mais c'était l'ultime mensonge, sa mauvaise foi en action. Chaque meurtre, chaque trahison, chaque manipulation, rien de tout ça n'était une obligation. C'était un choix fait pour nourrir son ego, et non pas le compte en banque de sa famille. Et toute cette construction, psychologique et philosophique, nous amène au point de bascule de toute la série. Le moment où le masque tombe enfin et où la vérité éclate au grand jour. Au tout début, Walter avait sorti sa calculette. 737 000 $. C'était le montant précis dont sa famille aurait besoin après sa mort. Un chiffre clair, rationnel, le but officiel de toute l'opération. Le seul problème, c'est qu'il a atteint cette somme, puis il l'a largement dépassée, et il ne s'est jamais arrêté. Pourquoi? Parce que l'argent n'a jamais été le vrai but. Ce chiffre, c'était juste l'alibi, la justification morale parfaite pour enfin lâcher la bride au monstre qu'il avait toujours tenu en laisse. Et là voilà, la confession.
l'unique moment de pure et brutale honnêteté de Walter White. Dans cette scène finale avec Skyler, il lâche tout. Il ne l'a pas fait pour sa famille, il l'a fait pour lui. Parce qu'il a adoré ça. Le pouvoir, l'adrénaline, le respect. Pour la première fois de sa vie pathétique, il se sentait enfin vivant. Donc, le point clé à retenir, c'est que Walter White n'est pas tombé. Il a sauté. Il a vu dans son diagnostic de cancer non pas une condamnation à mort, mais une autorisation. Une licence pour vivre la vie qu'il avait toujours fantasmée. Une vie où, enfin, c'était lui qui frappait à la porte. Et c'est là que l'histoire de Walter White nous touche tous. Elle pose une question fondamentale. Quelle est notre part d'ombre? Et que faudrait-il? Une crise, une excuse parfaite pour qu'elle prenne les commandes? La vraie question, ce n'est pas de savoir si cette part existe, mais de savoir si on la connaît ou si on attend, comme lui, qu'elle finisse par nous dominer complètement.